Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision dans le cadre de cette autre livraison de l'entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un personnage assez atypique. Il est le président du Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun. Il s'appelle Mila Assoute. Si on ajoute un qualificatif à son nom, il est le professeur Mila Assoute, le président du Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun. C'est bien exact. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Thierry, et merci de m'avoir invité à cette télévision. Merci à vos téléspectateurs. Merci à votre équipe en back-office qui nous permet d'échanger avec notre pays. Alors, vous souhaitez qu'on vous appelle professeur Mila Assoute ou chef, ou Sa Majesté Mila Assoute, parce que par ailleurs, il faut noter que vous êtes chef traditionnel du côté de Santhiou. C'est bien exact? Oui, c'est exact. Je suis Majesté Mila Assoute, je suis le chef supérieur de d'Embo, dans la plaine d'Embo à Sanchou, dans l'arrondissement de Sanchou. C'est exact. Vous avez une bonne information. Alors, cela fait plus d'une décennie que vous avez quitté le Cameroun. Précisément, c'est entre 16 et 17 ans, si on s'en abuse. Depuis tout ce temps-là, que devient le professeur Mila Assoute ou Sa Majesté Mila Assoute? Oui, ça fait exactement 17 ans que j'ai quitté le Cameroun. Je suis en exil en France, où je mène un certain nombre d'activités. Je voyage sur les pays africains, notamment des pays de l'Afrique de l'Est, certains pays de l'Afrique centrale aussi. Donc, Sa Majesté mène une vie d'un homme en exil. De temps en temps, je fais des petites affaires. Je suis expert consultant dans certaines institutions en matière de géostratégie. Je fais aussi du consulting financier pour les traders. Donc voilà ce que Sa Majesté fait. Et en même temps, je suis connecté sur le Cameroun. Je gère les affaires quotidiennes de ma chefferie avec les moyens de la communication moderne, comme vous maintenant. Je parle avec mes représentants, les chefs de village. Je gère mon quotidien est chargé, est très chargé. Voilà. Alors, Bon, cela fait évidemment, tout le monde sait également, à un moment donné, en 2010 notamment, 2009-2010, réorganisé dans la diaspora des branches de mon parti, de notre parti politique, le RDMC, qui a été très animé. Malheureusement, ma candidature n'a pas été retenue en 2011. Donc voilà, on a baissé un tout petit peu la garde, on va dire ça comme ça, pour essayer de nous réorganiser pour les échéances à venir. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous gérez votre chefferie à distance. Comment on gère des administrés à distance pendant près de 17 ans? Oui, ce n'est pas simple et c'est une question qui intrigue beaucoup de gens, je dois le dire et le reconnaître. Ce n'est pas du tout simple. Il faut avoir son pays dans ses tripes pour le faire, parce que surtout qu'on est partagé avec les occupations du quotidien qui sont parfois très stressantes en ce qui me concerne. Donc, ce n'est pas simple. Mais nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des outils de communication modernes qui permettent que chaque fois, la cour est organisée. Ce n'est pas tout simplement le chef supérieur qui dirige tout seul. J'ai une cour où il y a des notables qui ont des fonctions quotidiennes. J'ai des chefs de village qui eux-mêmes, autour d'eux, il y a des notables. Donc tout ça, c'est une organisation qui permet au chef à distance, lorsqu'il est sérieux et qu'il aime vraiment son peuple, de gérer. Je consacre au moins 2 heures de temps au quotidien aux affaires de ma chefferie. Je suis en contact avec les préfets, les sous-préfets. Nous discutons des choses lorsque c'est nécessaire pour la chefferie. Pour la chefferie. Donc voilà, quand il y a un problème dans un village, on m'appelle. J'ai tellement bien organisé les choses que pour mes populations, c'est ma présence physique qui leur manque. Bon, gérer à distance, ce n'est pas très simple. Il y a des défaillances. Il faut que je l'avoue. Il y a des défaillances, mais on fait au mieux pour que les problèmes. Vous savez, l'autorité, c'est la légitimité d'abord.
Lorsque vous êtes légitime, les gens, ils vous écoutent. Hein. Oui. Je ne m'impose pas à la population. C'est que la population, elle sait que je suis le chef légitime et ils savent aussi que je n'ai pas l'habitude de prendre des décisions à la légère qui pénalisent des gens gratuitement. Donc, je crois même qu'on m'écoute là-bas beaucoup plus que certaines autorités. Hein? Oui. Maintenant, sur le plan politique, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes le président du Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun, le RDMC, Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun. Alors, votre parti politique existe, mais comment vous réussissez à gérer le quotidien d'une formation politique qui est en exil? Oui, ça c'est titanesque. C'est même, on va dire, très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué encore que la chefferie, parce que la chefferie, c'est une organisation royale qui a des structures que les populations reconnaissent. Le parti politique, c'est très compliqué parce que les militants, de temps en temps, ont besoin de leur berger. Les militants ont besoin de celui qui les rassure. Mes militants vivent un peu comme des orphelins. De temps en temps, ils se demandent même quand est-ce que le président va rentrer. Bon, ça, c'est une question qui revient régulièrement et qui démobilise aussi mon électorat, qui démobilise même parfois mon parti. Je dois d'ailleurs vous dire que beaucoup de militants du RDMC, pour des raisons qu'il est difficile d'évaluer sur un plateau de télévision, ont muté dans le MRC. Oui, beaucoup. Dans la diaspora, au Cameroun, à un moment donné, j'avais d'ailleurs cru que le RDMC était le terrain de chasse du MRC, aussi avec sans doute le SDF. Mais ça ne nous embête pas parce que nous avons une vision pour le Cameroun. Nous avons des gens qui sont convaincus. Nous sommes les pionniers. Après le président Paul Biya, qui a écrit Le libéralisme communautaire, et sans doute Hubert Kamga, qui avait écrit un ouvrage sur le panafricanisme, nous sommes le premier parti politique. Et je me bombe le torse quand je parle de cela. Lorsque, en 2004, j'ai écrit le premier ouvrage, qui est un projet de société que j'avais appelé Passeport pour la modernité, il n'y avait rien sur le marché. Je n'avais rien trouvé sur le marché. Beaucoup de partis qu'on connaît, le SDF, l'UDC, l'ADD, qui nous ont précédés, le MP et autres partis politiques qui nous ont précédés, l'UNDP, personne n'a jamais vu formellement leur projet de société. Bien sûr que sur les plateaux de télévision, chacun peut dire quelque chose, mais un projet formel que vous, journalistes, vous pouviez lire en 2004, il n'y en avait pas. En tout cas, pour les candidats qui se manifestaient à la présidentielle, il n'y en avait pas. En 2009, j'ai revu, réactualisé Passeport pour la modernité pour faire un autre ouvrage auquel j'ai fait assister de nombreux experts de notre parti, de nombreux experts en dehors de notre parti, que j'avais appelé Projet de gouvernement pour moderniser le Cameroun. Cet ouvrage, je l'avais distribué au Cameroun gratuitement en 10 000 exemplaires. Je l'avais même offert aux membres du gouvernement. Bon, de temps en temps, je vois certaines choses qui sont appliquées par le gouvernement. Ça ne nous dérange pas. Parce que pour moi, on ne cache pas la lumière. Que je mette... Vous n'êtes pas au Cameroun. Comment? Il faut noter que tout cela se passe alors que vous n'êtes pas au Cameroun. Alors que je ne suis pas au Cameroun. Donc, j'ai fait distribuer au Cameroun à peu près 10 000 exemplaires de notre projet gratuitement. Après, j'ai écrit un autre ouvrage, Le Cameroun change, que j'ai également fait distribuer gratuitement au Cameroun. Après, j'ai écrit un autre ouvrage, Mon projet démocratique, que j'ai fait également distribuer au Cameroun à 5 000 exemplaires gratuitement. Donc, je n'avais pas trouvé sur le marché politique des partis politiques qui proposaient de manière formelle aux Camerounais, de manière ouverte aux Camerounais, sans tabou, ce qu'ils avaient envie de faire. Je me réjouis que sur nos traces, les partis comme le
le MRC, j'ai vu le député Cabral Libi aujourd'hui, qui est président d'un parti politique, qui avait été lui-même militant du RDMC de bas à l'origine. Et c'était notre communicateur. D'ailleurs, je dois dire que il a participé à la distribution même de ses ouvrages. J'avais également imprimé des CD, déjà en 2009, je vous le dis, des CD dans lesquels j'appelais les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. C'est pour ça que je n'ai d'ailleurs pas été très surpris qu'on parle par la suite de 10 000, 11 000, 12 000 citoyens à inscrire. Mais déjà en 2009, j'avais fait cela dans des CD sonores où j'expliquais méthodologiquement comment les Camerounais devraient s'inscrire. J'avais produit à peu près 5 000 flyers qu'on a distribués sur le territoire national qui appelaient aux inscriptions. Donc, ce n'est pas un fait nouveau pour nous, au RDMC, mais c'est pour expliquer que nous essayons de gérer. J'ai déplacé sur le territoire national des équipes de nos militants en 2010, avec ce que ça peut coûter, pour venir mener la campagne auprès des Camerounais. Il y en a même qui ont souffert un tout petit peu dans des cellules parce que sans doute on les soupçonnait d'un certain nombre de choses. Mais c'est ça, gérer à distance le parti politique. Le parti a une direction. En 2012, lorsqu'on a rejeté ma candidature en 2011, en 2012, nous avons décidé de ne plus participer aux jeux politiques parce que nous croyons que c'était la deuxième fois que ma candidature était rejetée et qu'elle était rejetée dans des conditions que nous n'acceptions pas. Donc, ça ne servait à rien de s'investir pendant 5 ans ou 7 ans dans un parti politique, de donner toute cette énergie pour qu'au bout, vous ne puissiez même pas être candidat. Donc, voilà l'activité que j'ai menée depuis toutes ces 17 années. Bon, beaucoup doit couler sous le pont et nous sommes en train de réorganiser notre parti. Nous avons redéployé notre batterie de communication. Nous avons un métier que je peux vous réciter au bout des doigts. Donc voilà. À date, votre formation politique, compte à peu près combien de militants? Au moment où nous mettions notre drapeau, le drapeau de notre parti en berne, nous étions à peu près sur le territoire national à environ, on va dire, 25 000 militants encartés, des gens qui avaient des cartes. Je peux en citer quelques-uns. Hein. Il y en a qui en sont passés dans d'autres formations politiques. Ce n'est pas la peine que je les cite. Certains de mes vice-présidents sont allés au MRC. C'est très bien. Je leur souhaite bonne chance. Mais nous avons une équipe qui est... La politique de la chaise vide. Allô? C'est également cela, la politique de la chaise vide. Oui, tout à fait. Ce n'est pas la chaise vide. Nous, on n'a jamais fait la chaise vide. Hein. On était candidat aux élections en 2004. On était candidat aux élections en 2011. Nous n'avons jamais fait la chaise vide. Nous ne croyons pas à la politique de la chaise vide. Mais je me retrouve en exil. Peut-être que nous allons en parler. Vous l'avez posé, justement, vous avez posé cette question tout à l'heure. Il y a vos ouailles, vos administrés, appelons-les ainsi, il y a vos militants, et en même temps qui se posent des questions. À quand le retour du professeur Mila Souté au Cameroun? Oui, mon retour est aujourd'hui dans les pipes. Hein. Je dois vous dire que c'est ce qui préoccupe la direction de mon parti. Il y a des vice-présidents. J'ai un vice-président dans le Nord-Ouest qui s'appelle M. Amadou Tita, que tout le monde doit connaître. En tout cas, il est dans le Nord-Ouest. Le secrétaire général de notre parti, il est à Douala, M. Derek Djeka. L'autre vice-président, c'est M. Ndouroué, il est de l'extrême nord, Benoît Ndouroué, il est de l'extrême nord. L'autre vice-président, c'est le Dr Mbel, il est du centre. Donc, le parti est structuré et les gens travaillent. Mon porte-parole aujourd'hui, c'est M. Alain Ouassou, qui est également de l'extrême nord. Bon, ce n'est peut-être pas nécessaire de dire où chacun est, mais nous avons une équipe, qui est vraiment structurée. Hein. Bon, on travaille en back-office. Nous préparons les échéances. Nous travaillons nos militants. Nous réorganisons notre parti.
nous allons nous déployer comme l'aigle bientôt qui ouvre ses ailes. Nous discutons aussi avec d'autres Camerounais qui ont d'autres formations politiques pour voir comment penser la politique, comment voir les horizons qui arrivent. Les élections de 2018 sont passées, le président Paul Biya est élu, il exerce pleinement ses fonctions. Nous sommes dans l'union sacrée. Et ça, c'est un principe du RDMC. Nous sommes dans l'union sacrée républicaine, derrière celui qui est élu par les Camerounais. Chaque fois que le Cameroun est attaqué de l'extérieur, que chaque fois qu'il y a une menace sur le Cameroun en tant que pays, en tant que nation, nous nous alignons derrière l'armée camerounaise, derrière le président de la République pour défendre la nation. Parce qu'on ne peut pas vouloir gouverner un pays qui se désintègre. En tout cas, c'est ça notre philosophie. Les gens peuvent, qui ne sont pas habitués à la démocratie, qui croient qu'être de l'opposition, c'est être dans un autre parti unique, ils peuvent nous appeler opposants de l'opposition, c'est leur avis. Mais nous avons des idées. Nous avons un projet. Je venais de vous le dire tout à l'heure. Si le gouvernement applique bien ce que nous avons formellement mis dans un ouvrage, et nous voyons bien qu'il y a des choses qui sont appliquées, même si nous ne le revendiquons pas. Si le gouvernement les applique, c'est aussi cela le rôle d'une opposition. C'est de permettre au gouvernement d'accomplir les missions qui sont les siennes en faveur des populations. Puisque nous y sommes, oui. Nous travaillons dans ce sens-là. Voilà. Puisque nous y sommes, on vous a écouté tout récemment au sujet justement de la sortie de quelques représentations diplomatiques représentées au Cameroun. Soulignons-le, où vous avez fortement tensé cette diplomatie-là. En quoi se résumait cette sortie? Oui, vous savez, la diplomatie a des règles. Et j'ai constaté depuis tous ces derniers temps que toutes les règles, tous les canons diplomatiques sont violés au Cameroun. Et on est dans une diplomatie, non pas de respect mutuel entre des pays amis, on est dans une diplomatie où nous avons l'impression que les ambassadeurs sont au Cameroun pour dire aux Camerounais ce qu'ils doivent faire. Que les ambassadeurs sont devenus, et même parfois certains diplomates au-delà des chancelleries, de certains ministères des Affaires étrangères de quelques pays amis, on a l'impression qu'ils sont devenus les co-gestionnaires de la République du Cameroun. Non, ils ne sont pas co-gestionnaires de la République du Cameroun. Ils sont des amis du Cameroun qui entretiennent des relations de coopération internationale avec le Cameroun. Et on doit ajouter les relations de coopération amicales avec le Cameroun. Parce que lorsqu'elles ne sont plus amicales, qu'elles deviennent hostiles, ben, l'ambassade doit tout simplement plier bagage. On en parlera tout à l'heure. Allez-y, oui. Allez, on en parlera tout à l'heure. Parce que quand vous le soulignez avec véhémence, on est tenté de se poser une question. À qui la faute? N'est-ce pas au gouvernement en place qui se laisse quelque peu taper sur les doigts, piétiner, à cause, pourquoi pas, de la malgouvernance, par exemple? Oui, disons que la malgouvernance n'est pas du ressort d'un diplomate, hein, c'est du ressort du pays qui gouverne mal. Et ils ont également un droit de regard. Les démocratiques veulent que l'électeur sanctionne son élu qui le gouverne mal. Les principes démocratiques ne veulent pas que l'ambassadeur sanctionne un élu qui gouverne mal. Amicalement, la diplomatie peut suggérer à un pays ami, comme moi, je peux suggérer à M. Thierry, maintenant, s'il est un ami, je peux vous dire, votre cravate, si vous la mettiez beaucoup plus droite ou si votre caméra, vous la mettiez à gauche, ce serait bien. Mais je ne peux pas me substituer à vous, le CEO de votre télévision. Donc, c'est de ça que je parle. Maintenant, vous dites, la faute à qui? Oui, on peut penser qu'il y a du laxisme, hein, dans la manière de gérer, il y a du laxisme dans la manière de gérer les comportements des ambassadeurs dans notre pays. Je vais appeler ça comme ça, parce que lorsque un ambassadeur se comporte comme un gouverneur d'une péninsule coloniale,
il faudrait qu'on lui dise gentiment qu'il est le bienvenu dans notre pays comme ami, mais pas comme co-gestionnaire de notre pays. Il faudrait que quelqu'un le lui dise. L'opposition, Est-ce une au opposition professeur Mila républicaine peut Souté? le lui dire. Alors, est-ce à vous de le dire ou au gouvernement en place, notamment à M. Biya, au président Biya et à ses ministres? Il y a ces ministres. D'abord, ça ne devrait pas être le président de la République de le dire. Parce que le président de la République est peut-être le chef de l'État et le chef de la diplomatie camerounaise, mais le président de la République nomme un ministre des Affaires étrangères qui doit se charger de ce genre de questions. C'est le ministre des Affaires étrangères qui convoque l'ambassadeur qui va au-delà de l'amitié. C'est le ministre des Affaires étrangères qui rappelle son ambassadeur en consultation lorsque un pays frontalement transgresse les règles démocratiques. Donc, ce n'est pas au président de la République de faire tout cela. C'est son ministre des Affaires étrangères qui doit le faire. Alors, vous estimez qu'il le fait mal ou qu'il ne le fait pas du tout? Moi, je regarde ça de loin. Vous estimez qu'il le fait mal ou qu'il ne le fait pas du tout? Non, je suis loin. Je ne sais pas s'il le fait dans le secret des cabinets. Mais ce que moi, je condamne en tant qu'opposant, parce qu'un opposant doit le faire aussi. Ce n'est pas seulement du rôle de l'État de surveiller le comportement des gens qui transgressent le Cameroun. Si un pays étranger transgresse le Cameroun, en tant que chef de parti politique, je suis fondé de dire ce que je pense de cela. Et c'est ce que je fais. Tous les pays modernes le font. En tant que chef d'un parti politique, lorsque je constate que l'ambassadeur des États-Unis, un autre ambassadeur de quelque pays que ce soit, ça pourrait être la France, lorsqu'il donne des instructions au président de la République du Cameroun, j'ai le droit de dire, hé, monsieur, vous parlez d'un pays souverain. Vous parlez d'un pays souverain. Lorsque j'écoute quelqu'un comme M. Tibor Nagui, j'ai du respect pour les fonctions qu'il occupe aux États-Unis. Secrétaire d'État aux Affaires africaines. Voilà, c'est le sous-secrétaire d'État aux Affaires africaines. Ce n'est pas un ministère chargé de gérer l'Afrique ou de gérer les États africains. C'est le sous-secrétaire d'État américain qui est chargé de la coopération avec l'Afrique. Donc, lorsque j'entends... Questions africaines. Voilà, lorsque j'entends une personnalité de ce niveau dire qu'après le Soudan, il ne dort pas pour le Cameroun, je m'inquiète sérieusement. Il n'a pas à ne pas dormir. Il doit même dormir. Il pourrait avoir des insomnies pour les États-Unis que je comprendrais. Mais il n'a pas à dire une telle chose et que personne ne lui dise que, monsieur, les Camerounais sont majeurs. On n'est plus en 1948, lorsqu'on commençait à créer les premières formations syndicales qui sont devenues l'UPC. On est aujourd'hui en 2020. On est en 2020. Nous ne sommes plus, nous ne sommes pas une colonie. On ne l'a d'ailleurs jamais été au Cameroun. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Je voudrais rappeler tout simplement à cette diplomatie qu'il faut développer des rapports de coopération et d'amitié avec notre pays, non pas des rapports de cogestion de notre pays avec les chancelleries. Et je le dis aussi tout à fait amicalement. Je le dis tout à fait amicalement, mais je le dis sérieusement, surtout lorsque nous sommes en face des situations graves où une armée d'un pays qu'on doit respecter parce que les soldats vont au front d'ennemis armés, on ne sait pas par qui utilisent des armes de guerre et qui déclarent une volonté d'indépendance, une volonté de sécession et qui passent aux actes. On voit qu'ils tuent des soldats, on voit qu'ils tuent des sous-préfets et des préfets, on voit qu'ils tuent des enfants, ils égorgent des femmes et que les diplomates tassent plutôt l'armée et que des ONG disent que nous avons avec nos satellites vu que votre armée, ça veut dire qu'ils espionnent même le Cameroun. C'est interdit dans les relations internationales. Vous ne pouvez pas avoir des satellites qui violent l'espace aérien camerounais et qu'il n'y ait personne dans la diplomatie camerounaise pour vous le rappeler. Moi, comme je constate
qui le font et qui sont très à l'aise à le faire, en tant qu'opposant, je prends la parole pour dire aux Camerounais, si moi j'étais élu demain, en 2025 par exemple, voilà la manière dont je protégerai votre pays contre des comportements de diplomates qui vont au-delà de l'amitié. Donc, c'est un peu le rôle d'un opposant. Et je dois le faire lorsque je constate qu'il y a des défaillances ou que peut-être qu'on le fait et que je ne suis pas suffisamment au courant pour appeler ces diplomates à la retenue lorsqu'ils parlent des pays souverains en Afrique. Espérons que cela, voilà, espérons que cela est fait dans le cadre de la diplomatie de couloir, comme on l'appelle communément au Cameroun. On va un peu évoluer avec l'actualité. Vous êtes au courant que le Cameroun s'apprête à organiser dans les prochains jours les élections régionales. D'ailleurs, le chef de l'État a promulgué il y a quelques jours encore un décret qui organise et qui encadre cette élection-là. Vous avez également écouté le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, arguer avec emphase que si le gouvernement s'entête à organiser ces élections, il demandera au Cameroun de descendre dans la rue pour chasser le président Biya. Quelle est votre position à ce niveau? Bon, écoutez, moi, d'abord, je me félicite que, en fin de compte, parce que c'était un des griefs que le RDMC faisait dans son ouvrage, et je me ferai fort de vous l'envoyer soit en ligne ou demander qu'on vous l'envoie en copie forte. C'était l'un des problèmes que le RDMC défendait, à savoir la réforme administrative de l'État. Nous n'étions pas d'accord avec la notion de délégué du gouvernement parce que ça devenait lourd, qui était nommé. Et parce qu'on avait l'impression que cette lourdeur entraînait des retards de développement social des communautés. Et nous étions en phase avec les modifications constitutionnelles de 1996 qui instituaient la décentralisation. Et on trouvait que ça prenait beaucoup trop de temps pour être mis en application. Et donc, du coup, pour nous, l'inscription de la décentralisation dans la Constitution devenait comme un gadget dès lors qu'elle ne passait pas à sa phase exécutoire. Donc, il faut se féliciter qu'à l'issue des travaux de la tripartite, qu'à l'issue des travaux du Grand Dialogue national, qu'on décide enfin d'implémenter la décentralisation. Les gens peuvent utiliser les terminologies qui leur plaisent. On peut mettre ce qu'on veut, chacun peut appeler ça fédération, décentralisation. Dans des pays où moi je suis consultant dans certaines universités, dans certains pays africains. Il y a des systèmes de county qui correspondent à nos systèmes de région. En France, où je vis, où je suis en exil, il y a les régions, il y a des présidents de régions. Donc, nous ne sommes pas en train d'inaugurer quelque chose qui ne soit pas connu par d'autres pays. Là, les régionalisations que le président prépare, il doit y aller très rapidement pour répondre aux attentes de nombreux Camerounais qui veulent, dans les régions, prendre en main le développement local des communautés. Ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de régionales, parce que notre loi électorale prévoit qu'il faut qu'il y ait des régions, des conseillers des régions. C'est le Parlement régional. C'est une espèce de Parlement régional. Dans certains pays, comme la RDC, on les appelle les députés provinciaux. Dans certains pays, comme le Kenya, on les appelle county parliament. Donc, chez nous, on appelle ça les conseillers régionaux, mais ça équivaut exactement aux députés régionaux. D'ailleurs, quand je vois les insignes qu'on leur fait porter, ils équivalent à ceux des députés, mais des députés de région. Je constate qu'ils ont des macarons, qu'ils ont des enseignes, qui portent le drapeau tricolore. Ce sont des élus qui vont siéger dans une espèce d'assemblée régionale au niveau des régions pour décider du développement. Si quelqu'un dit qu'il ne veut pas qu'il y ait des élections régionales, en fait, cette personne dit implicitement aussi qu'il ne veut pas qu'il y ait la décentralisation. Or, nous sommes pour cette décentralisation, nous sommes pour
le déplacement des compétences vers le niveau local pour permettre aux localités d'organiser et de répondre aux besoins locaux le plus rapidement possible. Regardez, il y a quelques jours, il y a eu des inondations à Douala et chez moi, à Sanzo. Il y a eu des inondations. Je me félicite que le ministre de l'administration territoriale se soit promptement déplacé là-bas à la demande du chef de l'État. Mais s'il y avait un déplacement de compétences et des moyens vers les unités locales, le maire de la localité aurait commencé à apporter des secours aux populations avant que le ministre de l'administration territoriale qui assure la sécurité civile ne vienne apporter un secours complémentaire. Donc, c'est une très bonne chose, et c'est ça notre position au RDMC, c'est une très bonne chose d'organiser les élections régionales le plus rapidement possible pour le bonheur des populations. Les partis politiques qui ne prennent pas en compte les attentes locales des populations peuvent traîner les pieds. Mais nous, on est plutôt pressés que ça se passe vite. Bien sûr, ça va nécessiter que ce Parlement local puisse siéger. Bien sûr aussi, ça va nécessiter que les compétences, qu'il y ait des compétences au niveau local pour prendre en charge la gestion technique du transfert de certaines obligations qui aujourd'hui sont gérées par les ministères qui ont beaucoup de compétences. Donc voilà, nous sommes pour les régionales. Hein. Alors, mais, que pensez-vous donc de la sortie de l'un des principaux opposants camerounais, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, quand même le MRC a pris du poil de la bête dans le landerneau politique camerounais? Oui, la déclaration de M. Kamto, du professeur Kamto, le président du MRC, est tout simplement malheureuse et je dois même dire un peu étrange pour un intellectuel de son niveau. Parce que, d'abord, au-delà des conséquences pénales que de telles déclarations peuvent entraîner, on peut se demander pourquoi il y a une telle phobie depuis 2018, une phobie insurrectionnelle, parce qu'elle elle est visible. Le 26 janvier 2019, on a vu les casses dans les ambassades qui sont survenus, même s'il s'en est défendu ou qui continue de s'en défendre, qui sont survenus à la suite de son appel à manifester. Et que ces gens qui cassent les ambassades portent ces t-shirts, accrochent ces effigies dans les murs d'ambassade. Ça a des allures d'insurrection. Ça a des allures, on peut appeler ça comme on veut, mais le bon français, le français, moi je suis géostratège, hein, le français de politologue, c'est de l'insurrection. Et il n'y a pas, et lui, le français du juriste, il doit bien le comprendre, ce discours-là. Donc, je ne sais pas pourquoi il tourne autour de cette activité qu'on pourrait qualifier de dangereuse, qui, ma foi, ne fait pas avancer la démocratie. Nous sommes dans une école de démocratie. Les pays que nous voulons imiter dans toutes ces coutures, ce sont des pays, des vieilles démocraties de plus de 200 ans. Des vieilles démocraties de 200 ans. Nous sommes une démocratie naissante de moins de 20 ans. Donc, on apprend, en fait. Il faudrait être tolérant, il faudrait former ses militants, il faudrait permettre au peuple camerounais de comprendre ce que c'est que le jeu démocratique. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. La politique demande la patience et nous sommes en face d'un régime politique qui sort de plus de 20 ans de monolithisme. C'est-à-dire que depuis 1960, l'UNC est né, je crois, en 1966, jusqu'en 1990, c'était le monolithisme. Donc, demander à une partie du peuple qui est habitué à cette forme de monolithisme pendant plus de 20 ans, on va dire pendant environ 30 ans, de se départir de ces réflexes-là du jour au lendemain, ce n'est pas chose facile. On a d'ailleurs vu en 1990 des gens qui ont marché contre la démocratie et qui aujourd'hui ont créé des partis politiques, n'est-ce pas? Donc, c'est un apprentissage. Je crois donc que la démarche du professeur Kamto est malheureuse. Elle est malheureuse comme aussi son autoproclamation d'être élu en 2018.
il vit dans une espèce de déni. Le président Kamto vit dans une espèce de déni. Et ce déni est malheureux parce qu'après, il devient maladif. À l'état actuel des choses, personne ne pouvait gagner le RDPC. Et si l'opposition ne s'organise pas, elle ne gagnera pas le RDPC. Avant que je ne parle du Cameroun, et je suis sûr que ça n'a pas changé, M. Thierry. Bien sûr. Si vous allez dans n'importe lequel des villages camerounais, y compris des villages sur les montagnes les plus reculées, où le gars n'a pas la route qui arrive là-bas, vous allez voir devant sa maison un tissu du RDPC et sur lui un t-shirt du RDPC avec la photo du président Biya. Est-ce que c'est vrai pour les autres partis politiques? Non. Sur les 27 000 bureaux de vote qu'il y a au Cameroun, est-ce qu'il y a des partis politiques au Cameroun aujourd'hui qui sont présents dans les 27 000 bureaux de vote? C'est aussi non. Comment vous pouvez, dans ces conditions, prétendre que vous avez gagné une élection? Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Le bon sens veut que nous soyons honnêtes politiquement pour dire que ce n'est pas possible, qu'il y a du travail à faire. Même si on peut récuser la forme de la gouvernance électorale, même si on peut récuser les lois électorales, mais la réalité est que le nombre de votes que les Camerounais mettent là, ce n'est pas l'opposition qui peut gagner maintenant. C'est ça la réalité. D'abord parce que ça s'explique. Les gens qui possèdent le plus de cartes d'identité nationale, ce sont des gens qui ont des moyens de pouvoir débourser 2 000 ou 3 000 pour avoir une carte nationale d'identité. On les recrute. Pardon? Parfois un peu au-delà. Parfois un peu au-delà. À un moment donné, on dit que c'est 5 000 CFA. Les gens qui sont capables d'accéder à une telle fortune, aujourd'hui au Cameroun, on les recrute plus dans le RDPC. Voilà, ce n'est pas le malheureux citoyen qui n'a pas les moyens, M. Thierry, qui tire le diable par la queue, qui est pressé d'aller faire une carte d'identité et payer 5 000. Il a le souci de manger. Donc ça suppose que les gens qui s'inscrivent dans les bureaux de vote, dans les listes électorales, sont les gens qui ont les cartes nationales d'identité et donc qui ont les moyens de s'offrir une carte nationale d'identité. Les autres qui, moi je les appelle de temps en temps les badauds. Pourquoi les badauds? Parce que lorsqu'il y a des meetings, ils viennent nombreux. Ils font foule. On a l'impression qu'on a des militants. Oui, on a des militants. Parfois même, ils sont très nombreux, nos militants. Mais on n'a pas les électeurs. L'électorat, c'est une chose. Les électeurs, c'est une autre. Le votant, c'est encore une autre chose. Lorsque vous avez écrémé tout cela, ce qui reste de l'électeur est favorable au RDPC. Donc, quelqu'un qui dit qu'il a gagné comme ça, c'est de la fabulation. Et fonder des capacités insurrectionnelles sur une telle affabulation, ma foi, me semble irresponsable. Donc, il y a des risques d'appeler les populations à aller détrôner une autorité établie qui est élue. Ils sont dans le code pénal camerounais. Chacun le sait. Donc, les gens qui appellent ouvertement à dire « sortez pour qu'on aille déposer, qu'on aille chasser M. Biya », s'ils ne savent pas comment ça s'appelle, moi je leur dis que dans le dictionnaire politique, des sciences politiques, on appelle ça l'insurrection. Alors, mais la raison avancée justement par le procès Maurice Kamto n'est-elle pas légitime? Parce qu'à côté du MRC, il y a également le SDF qui s'est joint à cette voie-là. C'est vrai que le motus operandi, c'est différent. Mais dans la pratique, toujours est-il que le but est de dire non aux élections régionales tant que les problèmes continuent à être pendant notamment la crise anglophone, les problèmes sécuritaires dans le Grand Nord, également à l'est du Cameroun. Ce sont quand même, au regard des faits, des sujets assez importants sur lesquels le gouvernement camerounais devrait certainement, pourquoi pas, davantage travailler. D'abord, je ne devrais pas sourire, mais ça m'oblige à sourire parce que les problèmes que vous évoquez sont d'une gravité telle que ça ne devrait pas appeler le sourire, ça devrait appeler la gravité. Mais ça appelle mon sourire parce que
savez, les Camerounais ne sont pas dupes, hein. Ce peuple-là que vous voyez, c'est un peuple très rusé qui sait exactement ce qu'il veut. On peut être leader d'un parti politique, on peut être intellectuel, professeur, machin. Moi, je le sais parce que je suis aussi chef traditionnel. J'ai des populations. Vous voyez des gens qui ne sont pas allés à l'école et vous avez l'impression que ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils savent exactement ce qu'ils font. Vous parlez des problèmes qu'il y a dans le pays, certains parlent du code électoral, mais le professeur Kamto, en tant que président du MRC, d'abord, son parti n'a pas intérêt à l'élection régionale parce qu'il a boycotté l'élection qui lui aurait permis d'avoir des représentants pour cette élection. Donc, même si on révisait le code électoral cette nuit, même si on réglait les problèmes anglophones cette nuit et que l'élection régionale est convoquée demain, il ne ferait pas partie des électeurs. Il ne pourrait pas postuler. Donc, voilà, donc il ne peut pas utiliser sans objet l'élection régionale pour justifier son abstention. Parce que même s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas tous ces problèmes-là, il ne pourrait pas postuler. C'est ceux qui ont intérêt à l'élection. Les partis qui ont les conseillers municipaux, comme le SDF, qui pourraient avoir un intérêt à dire « moi, je ne participe pas » ou « moi, je participe ». Mais un parti comme le RDMC, si je dis que je ne veux pas qu'il y ait les élections régionales, mais ma foi, combien de députés j'ai et combien de conseillers municipaux nous en avons pour dire que non, ce n'est pas honnête politiquement, ce n'est pas honnête. Donc, quand j'ai balayé ça du revers de la main, je viens aux autres problèmes, à savoir les problèmes anglophones, les problèmes du Nord-Ouest qui sont très sérieux et que je constate que de telles postures parfois peuvent encourager leur persistance. Et c'est ça que j'appelle de l'irresponsabilité. Les problèmes du Nord-Ouest étaient là en 2018, lorsque le professeur Kamto est allé se présenter candidat à l'élection présidentielle. Les problèmes étaient là lorsque M. Kamto a demandé à ses militants de préparer leur dossier de candidature. Et je crois que tout le monde a vu que les militants du MRC préparés et certains ont même déposé leur dossier de candidature. Je ne vais pas les citer, mais on sait aussi que d'ailleurs, il y avait eu une espèce de transfuge des militants du SDF qui allaient également se porter candidat dans le MRC, dans les zones où ils estimaient que le MRC était favorable. Mais du jour au lendemain, la veille du scrutin, à la date de la clôture des dépôts de candidature, le MRC s'est rétracté. Un homme intelligent doit dire que le MRC a eu peur de la débâcle électorale par rapport à ce que ce parti revendiquait après l'élection présidentielle. Parce qu'en allant aux élections législatives et municipales, si son score ne reflétait pas ce qu'il revendiquait en 2018, il n'aurait pas raison aujourd'hui de continuer à réclamer ou à revendiquer une victoire pour dire qu'il est président élu. Donc, son refus d'aller à l'élection législative et municipale était en harmonie avec sa déclaration précédente où il dit qu'il est président élu. En allant à cette élection, et s'il avait eu une déculottée, ça aurait complètement désarmé ses revendications précédentes de candidats élus à la présidentielle de 2018. Donc aujourd'hui, ça ressemble à une décision très malheureuse. Il est obligé de rester en périphérie et de parler comme nous. Mais c'est comme ça, la politique. Lorsqu'on a raté un train, le train, il est parti. On ne va pas dormir sur l'élection présidentielle de 2018. Le président bien a prêté serment, il gouverne depuis 2 ans. On peut très bien faire des déclarations de cette nature, ils ne vont pas loin. Ce sont des pipis de chat. Regardez par exemple, le président Kamto, il est allé déposer une déclaration, une demande de constatation de vacances à l'Assemblée nationale qu'il a boycotté. Elle n'a pas fait 500 mètres. Ce sont des contradictions qui, chez un intellectuel, sont, ma foi, interpellatives. Le président Kamto a fait une mise en demeure
au président de la République d'avoir à montrer qu'il est vivant sous 7 jours. Il ne l'a pas fait sous 7 jours. Il ne s'en est rien suivi. Donc, à quoi ça sert ces formes? Cicéron dit, pour répondre à cela, que l'affront n'est humiliant que s'il soutient la force. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Cicéron qui le dit. Il dit que l'affront n'est humiliant que s'il soutient la force. À quoi ça sert ces formes d'affront, ces déclarations oiseuses, hein? Voilà, vous dites une chose qui n'ira pas loin. À moins que ce ne soit de la diversion ou peut-être continuer à entretenir ces militants, je ne sais pas à quoi ça sert. L'élection régionale aura lieu dans les mêmes conditions que les législatives dernières. Elles auront lieu et il ne se passera rien parce que les Camerounais ne sortiront pas de maison. Et parce que moi, je suis partisan que les Camerounais ne sortent pas de maison pour aller exposer leur pays pour des choses qui n'ont aucun sens, parce que ces choses-là n'ont pas de sens. Si le but, c'est de porter le président Kamto sans élection et d'aller l'installer à Etoudi, peut-être que ces partisans vont s'engager dans une telle aventure, mais ils vont rencontrer les autres qui ont porté le président Biya dans les urnes pour aller le mettre à Etoudi sur la voie publique. Donc, c'est quelque chose, peut-être même qu'avant que les soldats n'interviennent, c'est ça à quoi on est exposé. Est-ce qu'il faut, pour un responsable, en arriver à ça? Dans quel but? Ça n'ira pas loin. Surtout qu'il y a des précédents. Il y a eu des précédents. Le président Kamto est sorti un jour, je crois qu'il est allé au Carrefour Lonka, qui disait qu'il partait prêter serment après l'élection. C'était aussi un pipi de chat. J'ai l'impression qu'on l'a reconduit très tranquillement chez lui, à la maison. Donc, moi, j'appelle ça la politique spectacle, qui ne sert pas à grand-chose. Hein. Ça ne sert aucun intérêt, ni pour la démocratie, ni pour le... On reste à ce niveau justement, et certainement on va sortir par une autre question d'actualité, mais par rapport à la résolution de la crise anglophone, les mesures prises par le gouvernement de la République jusqu'ici, notamment par le président Biya et tout son gouvernement, sont-ils susceptibles à ramener la paix dans cette partie dans ces parties du pays? Parce que au moment où plus le temps passe, plus on continue à enregistrer des crimes au quotidien. La dernière, c'est encore un homme en tenue qui vient de tomber sur les balles de ces sécessionnistes. Oui, d'abord, l'idée de la sécession est mauvaise. Il faudrait que je vous le dise d'emblée. Moi, je ne suis pas parmi les hommes politiques qui font la langue de bois sur des questions de principe, des questions connues du monde entier. Et je crois d'ailleurs que le président français, Emmanuel Macron, a dit il y a quelques jours que la République ne s'accommode pas des sécessions. La République. Parce que la République, elle est indivisible. Elle ne s'accommode pas des sécessions. Et on combat la sécession. Je crois qu'en Espagne, tout le monde sait, hein, les Catalans ont fait l'expérience la plus récente. On est en 2020, ce n'est pas en 1920, on est en 2020. Ils ont fait l'expérience la plus récente, ils sont en prison. Ils sont en prison. Il y en a même qui se sont prévalus de l'immunité du mandat européen, de députés européens. Ces immunités ont été levées, on les a extradés. Donc, la question d'intégrité du territoire. Et pour ceux qui s'amusent avec cela, comme parfois certains partis politiques, j'entends parler d'un certain nombre de choses, c'est qu'ils ne sont même pas qualifiés pour gouverner le Cameroun. Des gens qui parlent comme ça, ils ne sont pas qualifiés pour gouverner le Cameroun. Parce que l'un des principes de la prestation de serment du président de la République du Cameroun, c'est de prêter serment qui veillera à l'intégrité du territoire du Cameroun, qui veillera au bien aux personnes sur le territoire, à l'unité du pays. Donc, quelqu'un qui n'a pas ce béaba-là de base et qui dit qu'il veut être président de la République, et il va vendre une partie du territoire à la première incartade. Donc, l'idée de la sécession, elle est mauvaise. Et moi, Mila Assouté, je l'ai dit à des sécessionnistes que je connais dès le départ. Je peux en citer quelques-uns à qui j'ai parlé, les David Makongo, les journalistes à Kwanka Fondifort. Je leur ai parlé, je leur ai dit, vous ouvrez là une boîte de Pandore. On sait toujours quand la guerre commence, on ne sait jamais quand elle finit. Et quand la guerre commence, ce n'est pas celui qui ouvre la guerre forcément qui est le bénéficiaire du résultat à la fin. Vous pensez que vous faites la guerre pour administrer les autres, mais vous pouvez être fauché par les balles de la guerre, même tout au début de la guerre.
Donc, je dis ceci pour les problèmes anglophones. Le gouvernement du Cameroun et le président de la République du Cameroun a fait des efforts suffisants, incommensurables, inattendus même, pour la résolution de ces problèmes. Il est arrivé même au grand dialogue que tous les Camerounais appelaient de tous leurs voeux, y compris les opposants, qui aujourd'hui continuent toujours à dire des choses. La classe politique nationale était présente. Moi, je suis en exil. Mon parti politique a déposé nos propositions à ce dialogue. Mon secrétaire général est parti avec les militants au Premier ministère. On a déposé nos propositions. Donc, même les sécessionnistes qui ne pouvaient pas s'y rendre parce qu'ils évoquaient les questions de sécurité ou de sûreté, parce qu'ils estimaient que leurs camarades étaient déjà arrêtés au Nigeria et extradés au Cameroun, même ceux-là, ils avaient la possibilité d'envoyer leurs revendications à ce dialogue. Peut-être qu'en envoyant leurs revendications à ce dialogue, parce qu'on a quand même vu des gens de la diaspora qui sont venus à ce dialogue, qui sont proches d'eux, qui n'ont pas été arrêtés. On les a vus à ce dialogue. Dans leur discours, on voit bien qu'ils sont proches d'eux, ils étaient au dialogue. Ils auraient pu venir avec leurs revendications. Au moins, on saurait qu'on est en face d'un problème qui a une solution possible et qui est de telle nature. Mais nous entendons les politiciens de l'opposition, certains, notamment par exemple le MRC. Le président du MRC dire, tant qu'on n'a pas résolu les problèmes d'anglophones, on ne peut pas procéder à une élection. Ça, c'est même, voilà, c'est indécent. Je n'ai pas envie de dire, d'utiliser des gros mots. C'est indécent. Pourquoi? Parce que c'est surfer sur les misères des populations qu'on est supposé vouloir administrer. Surfer sur leur misère parce que quand on a été aux élections présidentielles, quand ils étaient déjà dans ces problèmes et qu'on ne les a pas refusés pour ces mêmes raisons, c'est même se moquer d'eux. Lorsqu'on n'a jamais mis ses propres pieds dans une zone de guerre et qu'on reste à Yaoundé ou sur son balcon à moi à Paris pour déclarer des choses, c'est extrêmement mauvais. C'est surfer sur les misères des autres. Ces problèmes-là, la classe politique nationale, y compris les dignitaires anglophones qui étaient à ce dialogue national, ont fait un travail immense qu'il faut implémenter. C'est là qu'on entend des porte-paroles des partis de l'opposition, des partis de l'opposition se comporter en porte-parole des sécessionnistes. Pour dire que, à la place des sécessionnistes, vous voyez, si on avait fait le fédéralisme, ce problème se serait arrêté parce que on aurait coupé l'herbe sur les pieds. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que des êtres humains qui entretiennent un sentiment nationaliste, indépendantiste, ce n'est pas le fédéralisme qui va les arrêter. Peut-être que le fédéralisme va leur permettre d'avoir encore plus d'énergie pour passer à l'étape suivante. Ça peut différer le sujet, mais ça ne va pas l'arrêter. Donc, et si ceux qui parlent pour eux, si on leur disait, OK, voilà le fédéralisme, et qu'on continue à faire la guerre pour l'indépendance, qu'est-ce qu'ils demanderaient encore au gouvernement? C'est pour cette raison que moi je dis, et je l'ai dit ouvertement dans un écrit, M. Kamto n'est pas le porte-parole des sécessionnistes pour dire à la place des sécessionnistes ce qu'ils veulent. Ayouk Tabe est en prison. Les Cho Ayaba sont à l'extérieur, ceux qui ordonnent les Makongo David, tous ces gens qui ordonnent qu'on coupe les têtes aux femmes et aux enfants. C'est à eux de faire une déclaration. Et ils savent très bien faire des déclarations. On les a vus faire des communiqués signés, cachetés à un moment donné. Voilà. Okay. C'est à eux de faire une déclaration pour dire « Nous sommes prêts au dialogue, à un second dialogue. Et nous sommes prêts à venir à ce second dialogue dans des conditions ci et ça. » Ce n'est pas à Maurice Kamto de le dire. Ce n'est pas à moi de le dire. Parce que ce n'est pas moi qui porte les armes. Ce n'est pas lui qui porte les armes. Donc, voilà ce que moi je pense de cela. Ces problèmes-là, il faut implémenter. Et je vais sortir en disant ceci, parce que je l'ai déjà dit par le passé. L'État doit assurer l'ordre, la paix et la sécurité aux populations et préserver l'intégrité du territoire. L'État doit monter en puissance sur la vigilance et
la sécurité dans ces régions, l'État doit procéder au nettoyage de la vermine dans ces régions. On ne peut pas se permettre de voir décapiter des femmes, de voir décapiter des hommes, de voir ensevelir des hommes vivants et que nous ayons des ONG, des ambassades qui se complaisent dans des déclarations farfelues et fantaisistes contre l'armée nationale, où des enfants vont devant une guerre dont on ne sait pas qui a provoqué, et ils rentrent dans des cercueils, et on croit qu'ils vont aller là-bas, sous la tension, quelqu'un qui a laissé sa femme et son bébé de 2 mois à la maison pour aller à un front de guerre, on veut qu'il aille là-bas distribuer des roses et des bonbons. On n'a jamais vu ça nulle part. Ce que nous devions éviter, c'est de faire sortir les militaires des casernes. Une fois que les militaires sont sortis des casernes, ça devient un problème. Vous avez vu récemment aux États-Unis, lorsque on a tué Floyd et que les Américains sont descendus par millions dans les rues, partout dans les États-Unis. Qu'est-ce que Donald Trump a fait? Il a sorti les militaires des casernes. C'est du Pentagone que le responsable du Pentagone a crié qu'on ne pouvait pas garder ces gens longtemps dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on sait que les militaires ne distribuent pas les roses et les bonbons. Voilà. Donc, les militaires ne sont pas partis sur des fronts de guerre pour distribuer les roses et les bonbons. Évidemment, tout le monde connaît ce que quelqu'un a appelé les dégâts collatéraux. Les dégâts collatéraux, il y en aura toujours devant les ce que nous devons faire, c'est de demander à l'armée de faire tout son travail, de sécuriser la population. Ça demande un investissement lourd dans cette région. Et ça demande qu'on ne parle pas de la reconstruction, parce que c'est un investissement à fond perdu. La reconstruction dans une zone d'insécurité où on brûle, où on tue. Ça ne rime à rien. On a inversé l'ordre des choses. Ce qu'on doit faire, c'est d'abord sécuriser cette zone, rassurer les populations, ramener les réfugiés, nettoyer la vermine, ramener la paix, et s'il est besoin, aller chercher des spécialistes qui nettoient les vermines, si c'est nécessaire. Mais il faut nettoyer, et il faut nettoyer sans faiblesse. La population... Donc vous estimez que la commission de reconstruction, pilotée par le ministre Paul Tasson, ne devrait pas en réalité descendre sur le terrain pour lancer cette opération? Non, on fait un travail à l'envers. On fait un travail à l'envers. Si vous reconstruisez une école aujourd'hui et que demain matin, quelques voyous viennent brûler, vous avez reconstruit quoi? Si vous faites une salle de classe et que demain matin, un fêlé arrive avec une calache qu'on lui a donnée dans un coin perdu aux frontières du Nigeria, il rentre dans la salle de classe, il bousille 20 élèves, vous avez reconstruit quoi? Donc, je dis qu'on a inversé les choses. D'accord, c'est compris. Voilà. Et j'ai proposé, moi, une solution au président de la République. J'ai dit au président de la République, dans un écrit, qu'il y a un groupe qui est piloté par Bibixi Mancho et Ngalim Félix. Cela revendique dans des communiqués ouverts. D'ailleurs, ils m'ont donné un mandat à un moment donné. Ils disent qu'ils veulent la paix. Ils disent qu'ils veulent discuter. Ils disent qu'ils veulent qu'on arrête la guerre. Mais ils disent qu'ils peuvent parler aux jeunes parce que c'est eux qui avaient lancé le mouvement qui a été récupéré par les terroristes, par les sécessionnistes qui ont rendu le mouvement terroriste. C'est à ces gens-là qu'on doit parler. On doit leur dire, OK, vous qui voulez la paix, on va vous donner la chance d'aller parler donc à vos camarades sur le terrain, puisqu'ils sont prêts à le faire. On les sort de prison. On leur dit, allez sur le terrain, parler à vos camarades. On verra si au bout de 2 mois, ils n'ont pas désamorcé au moins 70% ou 50% de leurs camarades. Bon, mais on refuse de faire tout cela. On ne parle que d'Ayoub Tabé. On ne parle que de... Moi, je dis qu'Ayoub Tabé doit rester en prison. C'est sa place, elle est là. Comme celle de Ivan Colonna, qui a tué un préfet corse. Sa place n'est pas ailleurs. Il est en prison depuis une vingtaine d'années. Il y est encore. Il va y rester.
des gens qui sont allés égorger les préfets, des gens qui ont tué des militaires, des gens qui ont tué des enfants, des gens qui engagent des femmes devant nous. Leur place est en prison ad vita aeternam. Voilà. Un jour, lorsque les blessures seront pansées. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont en sécurité libre? Si on libère Ayoub Tabé maintenant, on lui dit d'aller à Boya, il ira là-bas? Il n'ira pas. Parce qu'il va être tué par les gens de là-bas. Donc, je crois qu'ils sont même en sécurité là où ils sont. Et s'ils veulent discuter, s'ils veulent se repentir, s'ils veulent aller à la table de négociation, ce n'est pas à Maurice Kamto de le dire, c'est à eux de faire une déclaration. Nous sommes prêts, nous voulons cesser le feu, nous sommes prêts à aller de nouveau à une table de discussion. Qu'est-ce que le gouvernement en pense? À ce moment, nous sommes fondés, en tant que politiciens, de dire, maintenant qu'ils veulent discuter, allons voir ce qu'ils veulent dire. Mais de quel droit un chef de parti politique va parler pour les sécessionnistes, à moins que lui-même n'en soit un, qui se cache? C'est compris, professeur. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé au terme de cet entretien, assez intéressant d'ailleurs. On espère vous avoir très prochainement sur ces mêmes antennes pour une autre édition ou pour un autre entretien sur les sujets relatifs cette fois-ci à l'actualité purement et simplement. Mais moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler à mes compatriotes. Je vous remercie de m'avoir permis de discuter une fois de plus. D'ailleurs, je vais encore discuter sans doute tout à l'heure sur un média, notre média, un de vos confrères. Je vous remercie parce que ce sont des problèmes sérieux. Je demande aux Camerounais de se détourner des histoires complètement inutiles. Le président Biya a fait ce qu'il a fait, aucune œuvre est parfaite. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait du tout. C'est faux, intellectuellement malhonnête. Parce que vous et moi, on peut échanger maintenant. En 1982, ce n'était pas possible. Hein? Voilà, on en parlera une autre fois. Donc, il faut que les Camerounais se consacrent à 2025, ils attendent les élections de 2025. Et c'est d'ailleurs le conseil que je donne au professeur Kamto. Il faut qu'il me prépare ses militants pour 2025, qu'il laisse ses idées insurrectionnelles, parce que, autrement dit, il va retourner en prison. Oui, je vous le dis, oui. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous au Cameroun. Merci. Et beaucoup de courage à vous aussi. Merci beaucoup, Monsieur Thierry. Merci. Hein. Au revoir. Au revoir. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cet entretien, vous l'avez bien compris, avec le professeur Mila Souté, le président national du Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun, par ailleurs chef traditionnel. Avec lui, nous avons abordé des questions relatives à son parti politique, à sa formation politique, mais également aux questions d'actualité. Merci d'avoir été des nôtres, merci de nous faire confiance et rester en compagnie des programmes de Reflet d'Afrique Télévision. Au revoir.